Alors bonjour à tous et à toutes. Euh, je me présente, je m'appelle Gabriel. J'avais promis de refaire une vidéo sur la maladie ménière et les maladies méniériformes. J'ai pris un petit peu plus de temps cette fois-ci pour être un petit peu plus précis. Donc je m'excuse pour l'attente que j'ai pu imposer à certaines personnes qui étaient vraiment dans la détresse et qui attendaient, j'imagine, avec impatience ce témoignage, du moins. Alors, je vais faire plusieurs choses. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo, donc ça va être un petit peu une vidéo faite sur le coude, avec les moyens du bord. Mais le principal, c'est que vous ayez un maximum d'informations sur cette maladie. En tout cas, tout ce que je sais, hein, la liste ne sera pas exhaustive. Je ne connais pas tout, mais enfin, j'en connais suffisamment pour juger, vous les transmettre et surtout vous apporter de l'aide parce que, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, moi je suis parti, enfin je suis rentré dans cette maladie en 2014 en n'y connaissant absolument rien du tout. Je connaissais rien à la médecine, j'y connais d'ailleurs pas beaucoup plus aujourd'hui, mais enfin j'y connais déjà mieux qu'avant. Euh, et je me mets à la place de vous qui peut-être arrivez sur cette vidéo et êtes dans un état de détresse pas possible. Alors je vais me présenter, donc je m'appelle Gabriel, j'ai 42 ans. Alors je coupe, mais je lis un texte que j'ai préparé parce que sinon c'est très compliqué pour moi de tout dire de mémoire et d'une manière structurée. Donc je suis père de famille et je suis malade depuis août 2014. Donc je vais vous présenter plusieurs choses. Je vais vous présenter la maladie telle qu'elle est décrite actuellement. Je vais vous présenter mon parcours, je vais vous présenter comment j'ai évolué et tout ce que j'ai pu tester. Ça va vous intéresser. Je vais vous faire également les retours que j'ai eus par rapport à ça. Bien sûr, le retour est subjectif. Hein, ce qui m'est arrivé, c'est subjectif. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous testez une méthode, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez les mêmes effets sur vous. Voilà. Euh, je, je vous mettrai également un maximum de liens dans la description de tout ce que je vous dis, afin que vous puissiez aller vérifier et éventuellement creuser par vous-même pour trouver des informations. Avant de commencer, je vous demande de me pardonner pour mes approximations et mes oublis. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin, je suis un patient, donc je suis quelqu'un qui souffre, comme vous et comme d'autres. Donc je vous demande d'être indulgent par rapport à ça. C'est déjà pas mal de se confier parce que je vais parler de choses personnelles. Euh, et c'est pas forcément mon habitude de le faire. Mais je me dis que si ça peut aider, alors il faut le faire. Euh, donc je vous demande d'être indulgent et on y va. Donc la maladie, bon, ça touche une personne sur 600 à une personne sur 10 000 selon les pays. C'est surtout en Europe du Nord qu'il y a le plus de cas. Les hommes et les femmes sont touchés, mais en général, il y a plus de femmes que d'hommes, environ 60% de femmes pour 40% d'hommes. Et la maladie survient souvent entre 20 ans et 50 ans. J'attire votre attention sur le fait que je pense, je vais faire beaucoup d'hypothèses dans cette vidéo, mais je pense qu'entre 20 ans et 50 ans, c'est là qu'on est le plus stressé dans la vie. Et généralement, on associe cette maladie au stress. Voilà, je tenais à le dire. Alors, on a étudié tous ces malades, enfin, les chercheurs ont étudié ces malades et ont établi des profils. Donc, ce sont des personnes qui sont toujours dans l'action, qui s'arrêtent jamais, qui ne se reposent pas, qui sont. Alors, ça, c'est la seule chose positive de la vidéo. Il paraît que nous sommes des gens très intelligents. En tout cas, ça, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce que les chercheurs disent. Donc des personnes vraiment dans l'action, intelligentes, méticuleuses, perfectionnistes, qui ne prennent pas de repos, ça je l'ai déjà dit. Enfin bref, ce sont des personnes à profil anxieux.
Dans la maladie de Ménière, eh bien, les oreilles sont touchées, soit d'une manière bilatérale, soit d'une manière unilatérale. Alors je m'exprime, soit c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche, soit c'est les deux. Et il faut savoir que dans 15% des cas à peu près, on développe une maladie sur la deuxième oreille. Les crises durent entre 5 et 20 ans en général pour disparaître. Et puis parfois, malheureusement, ça peut durer toute la vie. Alors, les hypothèses aujourd'hui, et quelles sont les hypothèses? Parce que les médecins, quand vous allez les voir, bah, ils sont un petit peu désemparés. Ils n'ont pas de solution miracle. On parle surtout d'une maladie multifactorielle, donc très difficile à combattre. Euh, voilà. Alors, je vais prendre ma petite caméra et puis je vais balayer mon écran et je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver sur les maladies, sur les causes multifactorielles. Alors, j'espère qu'on verra bien à l'écran. On va dire que oui. Alors, je vais essayer de pas trop trembler. Donc aujourd'hui, vous avez un socle commun de la maladie de Ménière qui s'appelle l'hydrops endolymphatique. L'hydrops endolymphatique, c'est simplement le fait d'avoir de la surpression de liquide dans l'oreille interne. Vous avez trois compartiments dans l'oreille. Vous avez l'oreille externe, qui est le pavillon de l'oreille, et avec le conduit auditif. Vous avez l'oreille moyenne, qui se situe entre l'oreille interne et le tympan, et vous avez l'oreille interne. Et dans cette oreille interne, alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ceci. Voilà. Donc ça c'est l'oreille interne. On y reviendra un petit peu après. Donc là je passe et je reviens après dessus. Et donc vous avez donc une surpression dans l'oreille interne qu'on voit ici en bleu. Et cette surpression, eh bien, elle va générer des symptômes. Vous allez avoir des vertiges. Vous allez avoir une audition qui va fluctuer. Vous allez avoir des acouphènes, généralement ce sont des bourdonnements. Et enfin, vous allez avoir l'impression d'avoir une oreille pleine, ce qu'on appelle la plénitude d'oreille. Et ça fait assez mal, hein, c'est assez douloureux. Alors, les hypothèses de travail qui ont été mis en réflexion depuis 2005 sont les suivantes. Vous avez la piste génétique. On peut penser que certaines personnes ont des prédispositions génétiques pour développer la maladie, mais aujourd'hui je ne sais pas vous en dire plus que ça. Vous avez une hypothèse infectieuse. On peut penser qu'un ou plusieurs virus viennent attaquer les nerfs de l'oreille, et ça on va y revenir beaucoup là-dessus. Vous allez aussi avoir une hypothèse vasculaire. Ça peut être lié par exemple à un problème anatomique ou à un problème traumatique. Et donc vous auriez un problème d'irrigation de l'oreille qui engendrerait un hydrops endolymphatique. Vous pourriez également avoir un problème lié à l'alimentation et à l'allergie. C'est-à-dire que certains récepteurs de vos cellules de l'oreille seraient sensibles à certains aliments. Donc peut-être le gluten, peut-être manger trop salé, manger trop sucré. Voilà, donc ça j'ai envie de vous dire, il faut aller voir un allergologue, voir si vous êtes allergique à quelque chose. Et peut-être que vous allez découvrir une allergie et en combattant cette allergie, vous allez peut-être réduire votre endoropsie lymphatique et tout son cortège de symptômes. Pareil pour l'hypothèse vasculaire. Là, il faut aller consulter un médecin, faire une imagerie et constater s'il n'y a pas un problème, un bouchage des veines ou un problème de fistule au niveau de l'oreille. Et là, généralement, il faut aller au CHU pour faire l'imagerie et rencontrer un professeur d'ORL ultra compétent dans ce domaine et qui pourra très certainement vous aider. Vous avez également des problèmes donc anatomiques. Donc là, c'est clairement, vous êtes né avec une malformation.
et ça vous engendre un hydrops endolymphatique. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Et là encore, j'ai pas de solution à vous donner si ce n'est d'aller voir un professeur d'ORL au CHU le plus proche de chez vous. Vous avez enfin une hypothèse endocrinienne, c'est-à-dire un dérèglement de votre système hormonal qui provoquerait un hydrops endolymphatique. Là encore, il faut aller voir un médecin qui vous fasse un bilan ou un endocrinologue qui regarde si effectivement tout se passe bien au niveau de vos glandes qui sécrètent les hormones telles que la glande thyroïde, telles que les corticosurrénales et tout un tas d'autres glandes. Si vous avez un dysfonctionnement, eh bien, peut-être que ça peut avoir un effet sur votre oreille. Vous avez enfin une cause auto-immune, donc là on va y revenir aussi. C'est l'idée que votre système immunitaire est devenu très très agressif et qu'il attaque vos propres cellules, et notamment les cellules de l'oreille, et ça engendrerait l'hydrops endolymphatique avec, encore une fois, tout son cortège de symptômes invalidants. Voilà. Je reviens un petit peu vers moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous fais une vidéo artisanale. Et je reviens sur mon petit texte, ma petite anti-sèche. Alors, les symptômes, je vous l'ai dit, mais je vous les rappelle. Donc, ce sont pour les maladies de Ménière, les vertiges, les acouphènes et principalement des bourdonnements, de la pression dans l'oreille et le cortège de symptômes secondaires. Et bien malheureusement, si vous êtes là, c'est que vous en souffrez, comme moi. Ça va être de l'angoisse, de l'anxiété généralisée, de la fatigue chronique, des insomnies, de la peur, peur d'aller se coucher, peur de prendre le volant si on a des vertiges. C'est vraiment la peur, quoi, généralement qui caractérise le plus ces symptômes secondaires, et c'est ce qui est le plus invalidant. Des nausées pour ceux qui ont les vertiges, avec des vomissements, avec des crises qui durent plusieurs heures. Parfois ça peut durer quelques dizaines de minutes, parfois ça peut durer 4 heures. Voilà. Juste vous remontrer la petite image pour bien vous expliquer ce qui se passe. Sur une oreille normale et sur une oreille malade. Quand vous avez une oreille normale, donc c'est cette image-ci, vous avez donc ici le tympan, là vous avez les petits osselets qui viennent transmettre la vibration de l'air récolté par le tympan jusqu'à une fenêtre ici qu'on appelle, je crois, la fenêtre ovale, il me semble. Et vous avez ici deux organes. Vous avez un limaçon qu'on appelle la cochlée, avec un nerf qu'on appelle le nerf cochléaire, et vous avez au-dessus le vestibule avec son labyrinthe, qui lui va traiter de tout ce qui est de l'équilibre. D'accord? Et vous avez également un petit canal ici qu'on voit avec un petit sac qu'on appelle le canal endolymphatique, raccordé au sac endolymphatique. Là encore, on va y revenir après. Et vous voyez sur la première image, c'est coloré en bleu. Ça veut dire qu'il y a du liquide à l'intérieur. Et ce liquide, il doit être à une certaine pression. Si vous êtes malade, eh bien, cette pression augmente. Et on passe à la deuxième image. Et vous avez une surpression au niveau de la cochlée, ici. Ce qui peut expliquer les acouphènes bourdonnants. Parce qu'en fait, il faut imaginer que plus vous remontez dans le limaçon, et plus les sons traités sont des sons aigus. Donc si vous avez une surpression à l'entrée de la cochlée, eh bien ce sont les cellules qui traitent des sons graves qui seront abîmés. Et donc c'est pour ça que vous allez entendre des bourdonnements. S'il y avait du bleu au centre de la cochlée, vous entendriez très certainement des acouphènes très très aigus. Et puis dans le vestibule et dans le labyrinthe, vous voyez c'est tout bleu ici. Donc c'est la représentation d'un hydrops vestibulaire.
avec la conséquence terrible des vertiges. Voilà. Vous voyez, on dit le labyrinthe membraneux est dilaté dans la maladie de Ménière. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est toujours bon à savoir. Alors, maintenant je vais vous parler un petit peu de moi, je vais faire un petit peu d'égocentrisme. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ce que je vais vous dire, il y a des choses qui vont vous faire tilter, qui vont vous dire ah ben moi je suis passé par là, ah ben moi je suis pas passé par là, ah ben ça me fait penser à ceci, ça me fait réfléchir sur cela. Et c'est pour ça que je vous le dis, puis que je témoigne, et puis j'ai envie de vous dire aussi que ben, vous n'êtes pas tout seul avec cette maladie. Moi je suis votre compagnon d'infortune. Et ça permet aussi de se dire qu'on n'est pas seul et quelque part de se sentir un petit peu mieux. Parce qu'en général, quand on est plusieurs dans la même galère, on est quand même mieux dans sa peau. Alors mon parcours, bah écoutez, ça a démarré en 2014, en septembre. J'ai eu mes premiers bourdonnements et mes premiers stress. J'accusais à l'époque la rue de faire du bruit. J'entendais des bruits dans mes oreilles. Je savais même pas que c'était dans une oreille. Je pensais que c'était dans les deux oreilles que j'entendais du bruit. Et j'entendais des bourdonnements la nuit, au moment de mon endormissement. À chaque fois que je m'endormais, ça se mettait à bourdonner. Alors j'accusais les camions, j'accusais les voitures, j'accusais les ventilos et la climatisation qui étaient en bas de chez moi. Et puis très rapidement, j'ai perdu le sommeil et je me suis épuisé. Et je suis devenu incapable de faire la moindre activité physique. Ce qui a été terrible parce que, bon, aujourd'hui j'ai 42 ans, mais il faut vous imaginer que quand j'avais 20 ans, j'étais en études pour faire prof de sport. Donc le sport, c'était toute ma vie. Et la maladie m'a privé de sport. Voilà. Euh, Quelques semaines plus tard, je fais des épisodes d'hyperacousie. Alors l'hyperacousie, c'est quand vous entendez très très fort un son. Par exemple, si vous faites tomber une petite cuillère au sol et que ça vous casse les oreilles d'une manière absolument insupportable, ça s'appelle de l'hyperacousie. Donc j'ai développé cette hyperacousie les premières semaines de l'entrée dans la maladie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu des épisodes hyperacousie qui ont duré quelques semaines et qui ont été fortement accommodants. Et j'ai pas trouvé d'explication. C'est parti tout seul. Après. Durant les mois qui suivent, l'anxiété va monter crescendo, encore des bruits dont je me plains. Les bruits deviennent cette fois-ci quotidiens, alors qu'auparavant c'était une fois par semaine ou deux fois par semaine. Donc en gros, les bourdonnements que j'entends vont prendre de plus en plus de place dans le temps. Et au lieu de les entendre une fois par semaine, je vais les entendre jusqu'à tous les jours. Et forcément, l'anxiété va être de plus en plus forte parce que quand vous avez un symptôme une fois par mois ou une fois par jour, c'est pas pareil. Le vécu émotionnel n'est pas du tout le même. Donc ça bourdonne toute la nuit, donc le bourdonnement arrive, et puis il repart, et puis ça bourdonne 5 secondes, et puis ça repart 2 secondes, et puis ça recommence 5 secondes, et c'est comme un moustique, ou plutôt comme un bourdon qui tourne autour de votre oreille. C'est un vrai supplice, hein, j'ai pas d'autre mot, ça s'appelle un supplice, c'est même plus une souffrance, c'est un supplice ce truc-là. Euh, et puis je n'ai plus qu'une seule chose en tête tous les jours, c'est comment je vais faire pour dormir la prochaine nuit. Et encore aujourd'hui, 6 ans après cette maladie, je me pose encore la question de comment je vais faire pour dormir. Alors j'ai réussi à trouver des petites solutions, mais ça reste toujours le nerf de la guerre, c'est le sommeil. Alors en fin 2014 quand même, je vais voir un ORL et là c'est la catastrophe. Alors je tiens à le dire parce que bon, tous les ORL ne se valent pas. Il y en a des bons, il y en a des moyens et il y en a qui devraient faire autre chose que le métier d'ORL. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce monsieur que je ne citerai pas son nom bien sûr, hein, découvre quand même une chose, c'est que je souffre d'acouphènes. Donc ça c'est la découverte, c'est qu'il me dit monsieur vous avez des acouphènes. Ah. Bon, moi je pensais que ça venait de l'extérieur, bah non, c'est dans mon oreille. Ok.
Il me dit qu'il n'y a pas de traitement possible, et il me dit la chose terrible, ben voilà, il y a plein de gens qui ont fait des thèses là-dessus, on n'a jamais trouvé comment résoudre le problème, et il me dit une chose absolument horrible, mais je dis bien horrible, et je le jure sur la tête de ma petite fille, il me dit, ben vous savez, il y a même des gens qui se suicident à cause de ça. Moi qui venais le voir pour trouver une solution, l'ORL m'évoque l'idée du suicide. Je vous imagine même pas dans quel état je suis sorti de son cabinet. Je vous laisse imaginer. Je le dis, je ne devrais pas vous le dire, je ne devrais même pas employer le mot suicide devant vous parce que vous êtes peut-être dans un état de détresse tel que ce mot-là ne devrait pas être employé, mais vous voyez, vous voyez jusqu'où la maladresse de certaines personnes peut aller. Et je vous dirais qu'il ne faut jamais aller jusqu'au suicide, bien sûr. Même si on va en reparler, mais j'ai flirté avec plusieurs fois. Donc le retentissement des propos de cette ORL sont pour moi complètement irresponsables. Ça aura un impact monstrueux sur moi, ça va aggraver ma maladie parce que ça va aggraver terriblement mon anxiété et mon désemparement. Je me sens condamné par une maladie dont je ne connais ni la cause ni le nom, parce qu'il va même pas me dire que j'ai la maladie de Ménière, il va juste me dire que j'ai des acouphènes. Et donc je me retrouve livré à moi-même, sans solution, et sans rien connaître ni à l'ORL ni à la médecine. Voilà. Sortant de chez cette ORL, le hasard fait que je passe devant un audioprothésiste. Et j'y rentre et puis le commerçant me reçoit très gentil avec une mine quand même un petit peu sombre quand je lui dis j'ai des acouphènes. Et il me suggère deux choses. Il me suggère un masqueur d'acouphènes. C'est un petit appareil qu'on met dans l'oreille pour ne plus se focaliser sur les acouphènes et donc pour faire baisser l'anxiété. Et puis il me dit également d'aller rencontrer le professeur du CHU de Grenoble. Là encore, je ne vais pas citer son nom. D'ailleurs, il y a plusieurs professeurs. Et il me dit, écoutez, vu votre état, allez voir le ponte, hein, ce qu'on appelle le ponte, c'est-à-dire le chef de service du service ORL de la région grenobloise. Parce que moi, j'habite dans la région grenobloise. Donc le temps de voir ce super professeur, on va dire, je vais voir un autre ORL qui lui a été beaucoup plus humble et qui a su me dire tout simplement qu'il n'arrivait pas à faire la synthèse de mes symptômes. Je me plaignais d'avoir des bourdonnements. Et c'est tout ce dont je me plaignais. J'avais d'autres symptômes, mais je ne me rendais pas compte parce que je ne focalisais que sur l'acouphène. Il me demande si j'ai des vertiges, je lui ai répondu non, et il m'a dit écoutez, j'arrive pas à faire la synthèse, donc je pensais éventuellement à la maladie de Ménière, mais vous n'avez pas de vertige, monsieur. Donc il est très très humble, et puis il me dit écoutez, calmez-vous, mais je ne peux pas faire plus pour vous. Je ressors de là, j'ai toujours pas de solution. Et puis durant ce temps, je dois assumer le manque de sommeil et puis le fait d'aller travailler. Je travaillais encore à temps plein à l'époque. Et j'ai même dû, pour la petite histoire, aller plusieurs fois travailler à temps plein. Donc faire des 9h-20h dans un magasin sans une minute de sommeil. Je dis bien sans une minute de sommeil. J'ai d'ailleurs cru plusieurs fois que mon cœur allait lâcher. Donc la peur est devenue chronique hein, et la maladie me prive totalement de vivre. Et rapidement, écoutez, je deviens dépressif, hein, ça va très très vite, c'est une histoire de quelques semaines. Et l'envie profonde de me suicider va s'installer, et ce plusieurs fois dans les années qui vont suivre. Et je vais même me renseigner pour me faire euthanasier en Suisse. C'est vous dire à quel point c'est terrible. D'ailleurs, si un jour vous en êtes là et que vous avez vraiment plus d'espoir, j'ai envie de vous dire, je devrais pas vous le dire, mais enfin bon, quitte à mourir, autant mourir sans souffrance et être accompagné. Et en Suisse, il y a des associations, il y a une association qui s'appelle Dignitas et qui permet aux gens qui n'en peuvent plus de vivre de terribles souffrances physiques ou psychiques, de les accompagner jusqu'au bout. Donc voilà, je vais aller jusqu'à me renseigner à cette association. Voilà.
Et puis bon, bah, ma femme va vite comprendre le problème. Elle va m'emmener chez le médecin et je vais me retrouver sous antidépresseur, sous anxiolytique et sous somnifère. Ça va me sauver. Il va falloir au moins un mois avant que ça fasse effet, mais ça va me sauver. Parce que plusieurs fois, et je vais prendre des cures d'antidépresseurs plusieurs fois en 5 ans, je sais pas, peut-être 6 ou 7 cures d'antidépresseurs. Euh, Heureusement, hein, parce que euh, je vais souvent avoir des idées suicidaires, mais il va y avoir des moments où le suicide ne va plus être une option. C'est-à-dire que je vais avoir en tête l'idée que c'est la seule voie à prendre et la voie la plus normale à prendre, c'est la voie qui s'impose. Et je vais vraiment le penser pour de bon. Et heureusement qu'on est en France et qu'on n'est pas aux États-Unis, parce que si aux États-Unis, on peut s'acheter une arme à feu comme on achèterait un paquet de bonbons. Heureusement qu'on est en France et qu'on n'a pas accès à ce genre de joujou, parce que j'aurais très certainement fait une bêtise. Enfin voilà. Euh, En été 2015, je m'effondre en allant au boulot. Donc je m'effondre d'anxiété et de fatigue. Et je vais chez le médecin qui m'arrête pour 8 semaines. S'en suivra une reprise de travail en mi-temps thérapeutique. Là encore, ça va m'aider beaucoup. Ce mi-temps thérapeutique va durer plusieurs mois. Il va être renouvelé. Et au total, je vais rester à peu près 17-18 mois en mi-temps thérapeutique. Et puis à l'issue de cela, le médecin conseil, bah, il va se rendre compte que je vais plus au travail de manière normale. Et bah, va me recevoir, il va m'entendre, il va comprendre ma maladie et puis il va me mettre en invalidité, en catégorie 1. Ce qui va me permettre de toucher une petite pension d'invalidité. Euh, Ce qui va me permettre de faire un peu moins d'heures de travail, donc je vais travailler un petit peu moins. Je vais travailler 25 heures par semaine qu'au lieu de 35 heures, et ce sera encore trop, 25 heures. Je vous jure qu'avec ce que je vis, c'est encore trop. Et puis bah, après, très vite, je vais demander à passer à 20 heures semaine et même à 18 heures semaine parce que je tiens pas la route, quoi, tout simplement. Et puis je vais également demander à la maison départementale pour le handicap, qu'on appelle la MDPH, une reconnaissance pour que mon employeur eh bien, prenne acte de ce problème et puisse légalement aménager mon temps de travail. Et je remercie d'ailleurs cet employeur. Je ne vais pas lui faire de la pub parce que j'ai pas vraiment le droit, mais je remercie cet employeur de d'avoir fait ce qu'il pouvait pour m'aider. Alors je ne vais pas dire son nom, mais on va dire que cet employeur est à fond la forme, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, alors j'en étais où? Donc oui, alors là ça devient un peu plus intéressant pour vous. Au printemps 2015, je rencontre enfin le professeur du CHU de Grenoble. Et durant l'entretien, il me diagnostique cette fois-ci un hydrops. Il me demande tout simplement si j'ai de la pression dans l'oreille. Je lui dis oui. Et il dit, cherchez pas, vous avez un hydrops. Alors il m'explique ce que c'est qu'un hydrops. Il m'explique que c'est une surpression dans l'oreille. Et il me dit, bah, écoutez, vous n'avez pas une maladie de Ménière typique. Parce que il vous manque un symptôme, et le symptôme c'est les vertiges. Vous n'avez pas les vertiges, vous avez les acouphènes bourdonnants, et vous avez la pression dans l'oreille. Donc c'est ce qu'on appelle une maladie de Ménière atypique. Ce qu'on appellera plus tard une migraine cochléaire. Bref. Par contre, il reconnaît qu'elle est invalidante, donc il me signe des documents. Là encore, je vous donne les informations si vous devez aller à la MDPH, faire un dossier pour votre employeur, et bien d'aller voir les médecins les plus compétents qui reconnaissent votre maladie et qui signent des dossiers MDPH. Ce sont des dossiers qui sont valables 5 ans. Alors, ils ne vous apporteront pas d'argent, ces dossiers, hein, c'est pas le propos, mais ils vous apportera la preuve que vous êtes bien malade auprès de votre employeur qui va lui essayer de tout mettre en place, s'il est sympa, pour vous aider. Voilà.
Et donc, pour revenir à ce professeur, eh ben, il me donne de l'Atarax pendant un mois. Il me dit que ça va passer et qu'il suffit tout simplement d'ignorer l'acouphène et de ne pas y penser, que ça va partir tout seul. Chose complètement impossible pour moi. Je suis d'un naturel hyper anxieux. J'ai un profil, j'ai une personnalité hyper anxieuse. C'est comme ça que je suis né. Alors, je peux aussi m'améliorer, hein, vous allez me dire, mais c'est comme ça que je suis né. Et je vais essayer plusieurs choses. Je vais essayer l'hypnose, mais enfin, l'hypnose à l'hôpital, mais ça n'aura pas d'effet. Alors c'est une hypnose un peu particulière parce qu'après j'ai refait de l'hypnose et ça a un petit peu mieux marché. Je vais essayer chez moi l'EMDR. Alors l'EMDR, c'est une technique qui permet de gérer ses émotions par le mouvement oculaire. Donc vous tapez EMDR sur YouTube et vous avez des séances gratuites et des explications. Je vous conseille de le faire si vous avez des crises d'angoisse et de le faire tous les jours. Moi, je ne le fais pas tous les jours parce que je suis indiscipliné et que j'ai une vie de famille et que c'est pas simple. Par contre, je vais essayer de me discipliner et de faire le MDR. Mais entre-temps, je fais autre chose. Je fais de l'hypnose tous les jours et de la méditation tous les jours. Je vais essayer l'acupuncture. Ça va avoir des effets sur les angoisses, c'est vrai. L'acupuncture, ça va fonctionner quand même. Ça va pas m'enlever les bourdonnements, mais ça va m'enlever l'empreinte émotionnelle, du moins pour quelques jours. Le problème de l'acupuncture, c'est qu'il faut en faire très régulièrement et que ça n'est pas remboursé. Donc je vais devoir arrêter l'acupuncture parce que ça commence à me coûter vraiment trop cher. Je vous rappelle qu'à cette époque, je suis en invalidité, je travaille à 18 heures par semaine et vous imaginez le salaire que ça peut me faire. Je suis au SMIC, voire un petit peu en dessous du SMIC. Parce que ça aussi, c'est une réalité, la maladie, c'est qu'elle vous prive professionnellement d'évoluer, donc de monter en compétences, donc de vous épanouir au travail. Également, elle vous prive d'un salaire plus conséquent. Voilà, enfin, elle vous prive aussi professionnellement de plein de choses. Et même de vous soigner comme vous voulez, parce que vous n'avez pas tout l'argent que vous voulez. En 2015, je retourne au CHU parce que la Tarax que le professeur m'avait donnée n'a pas fait son effet. Et on décide d'intervenir d'un point de vue chirurgical. Alors, le professeur me dit, écoutez, j'ai deux façons d'agir. Soit j'ouvre le sac endolymphatique. Alors, le sac endolymphatique, je vais vous le remontrer. Il est là. Voilà, je reviens dessus. C'est ce petit sac qu'on voit ici, qui est un petit réservoir en fait, où il y a du liquide endolymphatique. Et il propose deux choses. Soit il met un petit coup de scalpel dans le sac et ça permet à l'oreille de se vider un petit peu de la pression, d'enlever un peu de pression dans l'oreille. Soit il permet de mettre des petits clips le long d'un canal. Vous voyez, il y a un petit canal bleu là. C'est ce qu'on appelle le clipage du canal endolymphatique et ça permettra d'isoler le sac endolymphatique qui pourrait être défectueux, qui pourrait être malade, et ça permettra, on l'espère, en mettant des espèces de petits clips, de petites pinces à linge, on va dire, le long de ce canal pour couper la communication entre la cochlée et le sac endolymphatique. Voilà. Alors, excusez-moi, je reprends ma page. Voilà. Et je vous fais mon plus beau sourire. Et donc je me fais opérer et je choisis le clipage. Parce que sur les conseils du professeur. Il me promet pas que ça va fonctionner. Il me dit que chez certaines personnes ça marche et chez d'autres non. Et vous l'aurez compris, ça marche pas. Donc je me fais opérer pour rien. Voilà. Entre-temps, la pression provoque une douleur insupportable avec 3 à 4 fois par jour. Écoutez, je suis obligé d'aller m'allonger tellement la douleur est intense dans l'oreille droite. M'obligeant donc à me coucher et mon oreille est enflammée jour et nuit. En février 2016, donc je me suis fait opérer. Les mois passent, on va associer des anti-inflammatoires, on va également poser des drains transtympaniques,
On va faire de la kiné vestibulaire, on va me donner du Diamox et on va également me donner du glycérotone. Alors, on va reprendre tout ça. Alors, les anti-inflammatoires, c'est pour réduire l'inflammation liée à l'opération. Ça n'aura pas d'effet sur moi, je suis beaucoup trop enflammé. Le drain transtapanique, c'est ce qu'on appelle l'aérateur transtapanique, c'est les espèces de yo-yo. C'est ce qu'on met dans les... c'est des espèces de petits tuyaux qu'on met dans le tympan qui permettent de rééquilibrer les pressions entre l'oreille externe et l'oreille interne, et ça permet de se sentir moins pressurisé dans l'oreille. Ça va avoir un effet, alors chez certaines personnes ça marche très bien, et chez moi ça va avoir un effet catastrophique, ça va complètement me dérégler, et je vous donne le symptôme, je vais avoir un balancement de pression de la gauche vers la droite, constamment. Alors je ne sais pas comment vous expliquer ça, est-ce que c'est le cerveau qui compense le fait que j'ai un problème pressionnel instable dans l'oreille et qui vient surcompenser sur l'autre oreille, et ça va faire que ça va balancer. Un coup c'est l'oreille droite qui va être en surpression, et puis après ça va être l'oreille gauche, et ça va durer des mois et des mois et des mois. Jusqu'à ce que je perde le drain transtapanique, que le tympan se referme, et c'est effectivement la pression va se reconcentrer que sur la droite. On va me faire également de la kiné vestibulaire pour tester au cas où, sauf que comme j'ai pas de vertige, je vois pas à quoi ça va servir, donc je vais faire une dizaine voire une quinzaine de séances qui n'auront absolument aucun effet. Par contre, il paraît que ça marche pour les gens qui ont des vertiges. Ça permet la kiné vestibulaire de reprogrammer le cerveau et de le faire fonctionner avec l'oreille qui fonctionne bien. Parce que vous avez, j'espère pour vous, qu'une oreille qui ne fonctionne pas bien. Donc si vous avez des vertiges, vous avez également le labyrinthe de l'oreille non malade qui lui fonctionne très bien. Et il faut simplement, grâce à la kinésithérapie vestibulaire, faire des exercices qui vont permettre de faire en sorte que votre cerveau ne se serve que de la partie de l'oreille non malade pour vous maintenir en équilibre. On va également me donner du glycérotone. Alors le glycérotone, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre, c'est un espèce de gros sirop absolument immonde à manger. Je prends, je ne sais plus combien de cuillères par jour pendant 2 fois 3 mois. Et l'idée, c'est d'aller pomper l'eau de l'oreille, parce qu'on imagine qu'il y a de l'eau dans l'oreille qui est en surpression. Et on va augmenter artificiellement la concentration de sucre dans le sang, de manière à pomper l'eau par un effet d'osmolarité. On va pomper l'eau de l'intérieur de l'oreille vers les vaisseaux sanguins. Ça n'aura vraiment que très très peu d'impact sur moi. Et on va enfin me donner du Diamox. Donc le Diamox, c'est un hypocalémiant, donc c'est un produit à prendre avec beaucoup de précaution. Il a tendance à vous enlever le potassium du sang, et c'est un peu dangereux quand on en prend trop, notamment au niveau cardiaque. Il faut faire attention avec le Diamox. Généralement, on n'en donne pas beaucoup et pas longtemps. Ça provoque également des picotements très très désagréables quand on en prend à forte dose. Et puis l'effet du Diamox, c'est encore une fois de jouer sur la concentration des ions sodium et potassium entre l'oreille interne et la concentration sanguine, et donc d'aspirer l'eau de l'intérieur de l'oreille interne vers la circulation sanguine. Alors le Diamox, j'en ai pris pendant 1 mois, puis après j'ai fait l'andouille, et j'en ai pris pendant plusieurs mois, et je me suis retrouvé à l'hôpital avec des coliques néphrétiques, parce que l'un des effets indésirables du Diamox, c'est de vous donner des calculs rénaux. Voilà, donc je me suis retrouvé avec 3 calculs rénaux, une opération en urgence, des coliques néphrétiques et des douleurs au point où il a fallu me mettre sous morphine. Je vous raconte même pas la douleur, ça a été les pires douleurs de ma vie. Donc tout ça, tous les traitements que j'ai essayés jusqu'à présent ne fonctionnent pas. Les crises sont toujours aussi fortes. Je fais même au lendemain de l'opération du sac endolaphatique, je fais une crise autolytique, c'est-à-dire une catastrophe autolytique de Turmarquin. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai un vertige. Je sais ce que c'est que d'avoir un vrai vertige. Et je m'effondre par terre, mais alors comme une flaque d'eau, hein.
Impossible de bouger, impossible de tourner ne serait-ce que d'un demi-degré la tête sans avoir une envie de vomir absolument horrible. J'ai pas d'autre mot, là c'est vraiment l'enfer de l'enfer de l'enfer. Vraiment. Ceux qui ont ça, c'est... Mais je suis tellement de tout cœur avec vous parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots. En gros, ma femme m'a ramassé, j'ai titubé en lui tenant les mains jusqu'à la chambre, en fermant les yeux parce que je pouvais rien regarder, mais rien regarder, tout me donnait la nausée. Elle m'a installé comme elle a pu dans le lit et quand je me suis mis dans le lit, j'ai eu l'impression que le lit m'aspirait jusqu'au fond de la terre. Comme si que la mousse, je m'enfonçais dans la mousse jusqu'au fond de la terre. Vous imaginez un peu la sensation que ça peut faire. Euh, les mois passent et je me remets au Diamox, je vous le dis, donc les calculs rénaux, je vous en ai parlé. Je m'aperçois également d'une autre chose, c'est que mes crises sont plus fortes quand il va pleuvoir ou quand il va y avoir du vent. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. J'en ai parlé au professeur du CHU de Grenoble. Il ne savait pas trop me dire. Il m'avait dit qu'effectivement, j'étais pas le seul à dire ça. Je pense que ce sont. Alors, j'ai fini par émettre l'hypothèse que ce sont des atteintes nerveuses qui ont. Il y a des atteintes nerveuses au niveau de l'oreille et que, à cause de la maladie, et qu'on devient beaucoup plus sensible à la météo. Et quand il pleut ou quand les pressions montent ou se cassent la figure de manière brutale, eh bien l'oreille réagit de manière très violente, avec des vertiges ou des acouphènes. Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, on va me mettre en invalidité, je l'ai dit. On va me reconnaître MDPH aussi. Alors, la MDPH, je vous donne quand même une petite info. La première fois que j'ai fait ma demande de dossier pour être reconnu comme travailleur handicapé, ils ont refusé. Malgré tout ce que je vous ai raconté là, ils ont refusé. C'est juste à n'y rien comprendre. Alors que le professeur de médecine avait signé les documents et qu'il avait marqué Ménière invalidant. Alors je leur ai réécrit, j'ai fait un recours et puis je leur ai dit bah, écoutez, moi je vais vous envoyer des photos de moi le matin au réveil, c'est-à-dire quand j'ai pas dormi, comme ça vous allez comprendre ce que je suis. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai envoyé des photos de moi, la tête déconfite. Et puis bah, c'est passé en commission, puis bon, bah, là ils ont vu mon visage et puis bon, bah, ils m'ont passé en MDPH. C'est quand même triste d'en arriver là, mais c'est ce que j'ai dû faire. Je continue les explorations, donc on est en 2017, je suis toujours dans la même situation. Je fais des épreuves rotatoires au CHU, des épreuves calorifiques, on essaie de voir s'il y a un nystagmus, c'est-à-dire les yeux qui bougent un peu dans tous les sens. Quand on me fait tourner sur un fauteuil, j'ai pas de nystagmus. On me fait des IRM et des scanners pour voir si j'ai pas des vaisseaux sanguins bouchés ou ce genre de choses, ou un problème au niveau des cervicales. Il n'y a rien de probant. À l'imagerie, on ne trouve rien. La pression dans l'oreille continue, les acouphènes continuent. Je vais voir un ostéopathe et un chiropracteur et je m'aperçois que j'ai un réel bénéfice. Donc là, je commence à me poser des questions parce que j'ai eu un grave accident 10 ans auparavant de la colonne vertébrale. Et je me dis, mais peut-être que j'ai un problème au niveau cervical et que c'est peut-être de là que viennent mes problèmes. Alors, le chiropracteur, je vais le voir plein de fois et il va me remettre les vertèbres cervicales et je vais sentir vraiment une réirrigation de l'oreille. Ça va être assez spectaculaire. Ça va me soulager, mais ça va jamais me guérir. Et puis le chiropracteur va regarder également mes dents, il va s'apercevoir qu'il me manque des dents, il va me dire bah, écoutez, peut-être que vos acouphènes viennent du fait que vous avez des problèmes au niveau dentaire. Et effectivement, il me manquait plusieurs dents, donc je vais faire les travaux dentaires nécessaires. Je vais me faire poser 3 couronnes et 2 implants. Le coût de l'opération 10 000 euros, non remboursé. Hein, ça aussi, il faut le savoir. Vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai investi tout ce que je pouvais pour lutter contre la maladie.
Et malheureusement, bah, même avec l'opération dentaire va durer près de 18 mois de travaux, et ça va pas apporter d'amélioration sur les acouphènes et sur la pression. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors, je vais également, je vais également m'adresser à un kinésithérapeute et un ostéopathe, et on va s'apercevoir, mais je le savais déjà, que j'avais un problème de jambe plus courte que l'autre, et donc je suis un peu bancal, et donc ça a tendance à crisper certains muscles au niveau scapulaire. Et là, j'ai un petit truc à vous montrer. Je sais pas si je l'ai là. Alors, bougez pas. J'ai dû le faire tomber. C'est une petite balle de massage. Si je la retrouve, bah écoutez, je vous la montre. Alors, attendez un petit instant, je vais voir si je l'ai mis de côté. Où est-ce qu'elle est, cette petite balle? Elle n'est pas là. J'avais juré l'avoir prise. Bon, bah c'est pas très grave. C'est une petite balle à picot qu'on trouve dans les magasins de sport, et qui va permettre de faire des massages. Donc vous allez la poser sur les endroits douloureux de votre dos, et vous allez vous adosser contre un mur, et vous allez rouler la balle jusqu'à faire disparaître les points douloureux. C'est des points douloureux, on les appelle les points trigger. Et ces points douloureux, en fait, il faut les faire disparaître parce qu'ils font que vos muscles, certains de vos muscles sont toujours en tension. Et donc, comme on a toujours mal à l'oreille, on a tendance à un petit peu être comme ça. Et donc, on finit comme ça. Donc, avec cette petite balle, je vais réussir en une quinzaine de jours, en faisant tout le temps. Je vais aller chercher les points trigger, il y en aura plusieurs, hein, parce que à chaque fois que je vais masser un point, un autre point va apparaître plus haut ou plus bas. Il va falloir aller retrouver le point et le masser à chaque fois. Et je vais réussir vraiment à enlever l'inflammation de l'oreille grâce à ça. En tout cas, je vais vraiment me soulager. Je vais même croire à un moment donné que c'était là la cause de ma maladie, et malheureusement, ça ne sera pas la cause, mais ça va simplement m'aider. Euh, donc là, on est en 2017, et donc grâce à cette petite balle, quand je me réveille le matin, j'ai plus cette oreille lourde et enflammée et très douloureuse. C'est déjà pas si mal. Mais malheureusement, je garde mes acouphènes et mon anxiété. Nous sommes maintenant en 2018. Mes espoirs de guérison via l'ostéopathie et la kiné s'effondrent. Alors, je vais quand même vous dire une chose sur la kiné. Pardon. Je vais également faire de la kiné qu'on appelle Mackenzie. Et c'est une kiné je vais vous mettre les liens, hein, après, hein, si vous voulez. Dans la description de la vidéo, vous regarderez, il y aura des liens. La kinésithérapie Mackenzie, c'est assez efficace pour remettre d'aplomb les vertèbres cervicales notamment, et puis de se tenir bien droit, et éviter d'avoir en chronique des tensions au niveau scapulaire. Voilà. Alors généralement, c'est des mouvements qu'il faut apprendre avec un kiné, parce que souvent on fait ce genre de mouvement qui est juste pas bon du tout, alors que c'est des mouvements de rétraction cervicale. Et ça s'apprend. Donc vous pouvez essayer ça, hein, ça peut peut-être vous aider. Et puis quand on est en 2018, on est en décembre 2018, et là j'ai vraiment tout essayé, et, et je suis vraiment en détresse, et je me retrouve je me retrouve chez moi, et j'implore, je suis pas croyant pour autant, mais j'implore le ciel, parce que dans ces cas-là, vous imaginez bien qu'on implore le ciel, même si on n'est pas croyant. J'implore le ciel de m'aider. Et je lui dis, mais donne-moi une piste que j'ai pas étudiée encore pour guérir ma maladie. Mais j'implore le ciel, j'implore mon grand-père qui est disparu, et je lui parle. Et puis quelques jours après, pendant que je travaillais, comme ça, l'idée m'est venue, tout en marchant dans les allées de mon magasin, de faire l'association entre les virus et la maladie de Ménière. Chose que je n'avais pas faite depuis 4 ans, et chose qu'aucun médecin m'avait parlé. Alors je vais sur internet, et puis je me mets au travail tout de suite, et je fais des recherches, et là je tombe sur plein de choses. Je tombe sur un forum américain qui s'appelle Tinnitus and Talk. Tinnitus, ça veut dire acouphène en anglais.
donc Tinnitus and Talk, et il y a un gars qui s'appelle Scott Tom, et qui parle d'un traitement miraculeux, en tout cas qui pour lui a été miraculeux, qui lui a été donné par un professeur d'université américaine qui s'appelle Richard Gassek. Gassek, c'est Gaccek. Donc Richard Gassek, pareil, je vous donnerai les liens de ses travaux, et qui prétend que dans un certain nombre de cas, la maladie de Ménière est liée à une activation d'un virus, un virus qu'on a contracté quelques années avant, un virus qu'on peut, par exemple, vous avez eu une mononucléose, ou vous avez eu un zona, ou une varicelle, un virus que vous avez inhalé, et qui est remonté le long de vos nerfs, et puis qui s'est tapis dans les ganglions, et puis ben, un beau jour, ce virus, pendant que vous êtes fatigué, ou vous êtes très stressé, vous avez perdu votre emploi, ou vous avez eu une déception amoureuse, ou que sais-je, enfin, quelque chose qui vous a fortement fatigué et stressé, ben, ce virus, eh ben, il profite de votre état de fatigue pour ressurgir et attaquer, puis au lieu de vous attaquer comme il l'avait fait la première fois, ben, il va vous attaquer là où il est au plus près de sa maison, c'est-à-dire dans l'oreille, c'est-à-dire que lui, le virus s'est mis dans le ganglion le plus proche de l'oreille, il va attaquer le nerf de l'oreille. Donc ce professeur va montrer des preuves, il va prendre des photographies de personnes qu'il a autopsiées, qui avaient la maladie de Ménière, et puis il va s'apercevoir que dans les ganglions de ces personnes, eh bien, on va retrouver un certain type de virus, du virus herpétique, pardon, donc l'herpès simplex, l'herpès 2, pas l'herpès 2, pardon, l'herpès simplex 1, l'herpès de la mononucléose, l'herpès de la varicelle, le cytomégalovirus, enfin, tout un tas de joyeux virus qui sont là et qui, selon lui, eh bien, euh, dorment et vivent dans les ganglions. Et puis, ces virus, quand ils attaquent, ils ont une prédilection, ce qu'on appelle un tropisme, pour s'attaquer aux nerfs. Et il dit, bah voilà, bah quand ils se multiplient, ils attaquent les nerfs, et l'hydrops endolaphatique, c'est une conséquence de cette attaque virale, en fait. Voilà ce qu'il va dire. Là, je tombe un petit peu des nues parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Et puis, je me dis, je lis le document du professeur Gassec, et il parle également de gens qui ont eu des paralysies faciales un petit peu dans leur jeunesse. C'est ce qui m'est arrivé. Et il dit, bah voilà, par exemple, vous avez eu une paralysie faciale quelques années avant, donc vous avez eu un virus qui vous a attaqué le visage tout entier ou une partie du visage. Mais le virus, il est toujours là, lui. Votre système immunitaire l'a combattu, mais il y a toujours un peu de virus qui est resté en vous. Et puis, bah, il ne demandait que le moment opportun pour vous attaquer. Et là, je me dis, mais je rassemble un petit peu tous les critères. J'ai une paralysie faciale, j'ai un hydrops, j'ai tout essayé, la kiné, la chirurgie, etc., etc. Rien n'a fonctionné. Et donc, ce professeur propose de prendre un traitement à base d'antiviraux qu'on appelle le valacyclovir. Alors, j'ai une boîte ici, que voici. Voilà. Donc, je vais contacter par email ce professeur, et puis il va me dire, bah, écoutez, voilà, vous allez prendre ce traitement pendant 6 mois, vous allez prendre 3 grammes par jour pendant un mois, puis après vous allez descendre à 2 grammes par jour pendant encore 2 mois, puis encore 4 mois, vous allez prendre à peu près 1 gramme. Et puis dans 2 mois, bah, vous me rappelez, vous me dites comment vous vous sentez. Alors je fonce chez mon médecin généraliste avec ces informations, et puis bah, il essaye, le médecin généraliste est d'accord pour essayer. Et là encore, j'ai la chance parce que mon médecin généraliste a été très ouvert, et tous les généralistes et les ORL ne sont pas comme ça. Et puis les semaines passent, et rien ne se passe dans mes oreilles, rien du tout. Et puis à la 4e semaine, je commence à sentir des acouphènes un peu bizarres, la pression qui fluctue, des choses qui sont totalement inhabituelles, sont totalement nouvelles, et je m'aperçois que quelque chose travaille dans l'oreille. Et 5e semaine, 6e semaine, et je commence à sentir mon oreille bourdonner de manière de plus en plus intense, mes symptômes augmentent terriblement, comme si qu'un ballon de baudruche se dégonflait en permanence dans l'oreille, en fait.
Et là, je me rends compte en fait que c'est le valacyclovir qui fait son effet et que je suis infecté depuis 2014 et que le stress a fait que j'ai renforcé les attaques virales parce que je ne savais pas l'origine de ma maladie. Donc j'ai énormément stressé. En stressant, j'ai affaibli mon système immunitaire et le virus a attaqué de plus en plus souvent, de plus en plus fort, jusqu'à me donner des inflammations permanentes et une invalidité. Et encore aujourd'hui, j'arrive toujours pas à m'en sortir. J'ai réussi à baisser la charge virale, j'ai réussi à baisser mes symptômes, mais je n'arrive toujours pas à faire en sorte d'avoir zéro symptôme. Mais ça va quand même enlever 80% de la pression dans l'oreille. Ça, c'est une vérité. Et puis, je vais continuer donc le valacyclovir pendant 6 mois, puis après, je vais arrêter. Et puis, je vais avoir un événement stressant qui va arriver dans ma vie 2 mois après l'arrêt du valacyclovir, et rebelote, les crises de plénitude dans l'oreille reprennent, et, et c'est la catastrophe. Et du coup, je revois mon médecin en urgence, et il me represcrit du valacyclovir, non pas pour 6 mois, mais pour 1 an. Et on va refaire le même protocole. Et au bout de quelques semaines, le miracle se reproduit et mes crises sont moins fortes. Voilà. Sans jamais me guérir, mais mes crises sont quand même vachement moins fortes. Voilà. Donc il n'y a pas que Vous dire aussi que concernant les hypothèses virales pour la maladie de Ménière, il n'y a pas que le professeur Gasset qui a écrit là-dessus, il y a également d'autres équipes, il y a des équipes japonaises, américaines qui ont fait des travaux. Là encore, je vous mettrai les liens. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je vais continuer mes recherches et je vais attaquer un protocole qu'on appelle le protocole JOH. Alors JOH, ça veut dire John of Ohio. C'est un internaute, c'est un ingénieur qui a la maladie de Ménière et qui n'a pas voulu passer par les antiviraux et qui a fait sa petite recette de compléments vitaminés qui, selon lui, permettrait de se passer des antiviraux pour combattre la maladie de Ménière. Alors, ça s'appelle le protocole JOH. C'est tout en anglais, je vous donnerai les liens. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas bien marché. Ce sont des comprimés à base de lysine, à base de vitamines, enfin bon, plein de choses. Enfin bref, ça vous coûte une fortune et vous avalez un nombre incalculable de pilules par jour et ça marche pas très bien. Je vais essayer aussi autre chose, l'Alnus glutinosa, qui est un macérat glycériné. Il y a une personne qui témoigne sur Internet. Le site, ça s'appelle Ménière à ma manière. C'est une femme qui dit que, selon elle, ce macérat glycériné a été juste formidable. Très certainement, ça lui a débouché les vaisseaux sanguins de l'oreille. Elle devait avoir un Ménière d'origine vasculaire. Donc vous pouvez essayer. J'ai également essayé un médicament qui s'appelle Acumen. Ça n'a pas marché. Voilà, ça m'a coûté 150 balles ou 130 balles et ça n'a pas marché. Quand je vous dis que j'ai investi sur cette maladie, entre les dents, les pilules, l'homéopathie, j'ai fait aussi beaucoup d'homéopathie, l'Acumen, etc., ça m'a coûté les yeux de la tête et ça m'a jamais ramené la santé. Il n'y a que le valacyclovir qui m'a permis vraiment de baisser ces symptômes et également l'ostéopathie. Voilà. Donc, le problème majeur que nous rencontrons, nous, c'est la peur. La peur du vertige pour les uns, la peur des acouphènes pour les autres. Mais c'est toujours la peur, c'est ça le nerf de la guerre. Dans cette maladie, on vous dit toujours qu'il ne faut pas être anxieux, qu'il faut être calme et que ça passe. Et c'est pas faux. C'est pas faux et on va en parler un petit peu plus profondément. C'est pour ça que je vous invite à continuer à m'écouter même si c'est long. Alors, quoi vous dire encore?
En 2020, donc là, bah, c'est cette année, hein, j'ai toujours de nouvelles crises malgré l'antiviral, mais je suis extrêmement stressé pour d'autres raisons dont je ne vous ne parlerai pas. Et donc, effectivement, si vous êtes très stressé, vous avez beau prendre un antiviral, bah, ça marche pas très bien parce que vous êtes stressé, quoi. Et je me dis quand même une chose, je me dis, bah, si c'est viral, étudions le virus. Alors je vais sur Internet et je me dis, bah, si c'est viral, je vais voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne un virus herpétique. Et puis je m'aperçois qu'un virus herpétique, ça se réplique, ça a un cycle de vie, de reproduction d'environ 40 à 48 heures. Et je me dis, bah, si c'est viral, bah, forcément, je dois pouvoir prévoir mes crises, puisque toutes les X heures, la crise doit pouvoir se reproduire. Le problème, c'est que moi, les crises, j'en faisais 10 par jour. Et j'en faisais également les nuits. Et ça a été très compliqué à mettre en place, ce calendrier, mais je vais y arriver quand même. J'ai démarré au mois de juin 2020, et après une énorme crise dans l'oreille, et je dis, bon bah voilà, j'ai fait une crise à 14 heures. Alors je note, lundi à 14 heures, j'ai fait une énorme crise, et puis 4 heures après, je refais exactement la même crise. Et je me dis, bah, normalement, dans 40 heures, je devrais pouvoir avoir les deux crises qui arrivent. Et en fait, il ne s'est pas passé 40 heures, il s'est passé à peu près 46 heures. Et effectivement, 2 jours après, donc 46 heures après exactement, le mercredi, j'ai fait une crise à midi et l'autre vers 16 heures. Et j'ai continué avec mon agenda à recenser mes crises. Et je m'apercevais que 7 à 8 fois sur 10, j'arrivais à prévoir l'arrivée de mes crises. C'est-à-dire, j'arrivais à prévoir la reproduction virale. Et là, j'avais la preuve que c'était viral. J'avais une première preuve avec le valacyclovir qui avait donné une satisfaction partielle. Et puis j'avais la preuve avec un calendrier qui me démontrait qu'il y avait bien un cycle de reproduction virale. Alors ça ne marche pas à tous les coups, hein, ça marche à peu près 7 à 8 fois sur 10 dans mon cas. Et puis donc j'ai continué à me focaliser sur mes symptômes et puis j'ai découvert d'autres symptômes auxquels j'avais jamais fait attention parce que j'ai toujours été concentré que sur les acouphènes et sur la plénitude dans l'oreille. Et ces symptômes, bah, peut-être que vous les avez, alors je vais vous en parler. Ça va être des fourmillements au niveau de l'œil, ça va être de la sensibilité le long du trajet nerveux de la face, ça va revenir ici, ça va revenir un petit peu là. Vous allez avoir un petit peu l'œil qui clignote comme ça. Et puis vous allez avoir également les ganglions qui vont s'activer ici. Et enfin la narine qui va se boucher. Tout côté malade bien sûr. Et là encore une fois, je pense que c'est viral parce que en faisant des recherches, je m'aperçois que bah, quand vous avez un virus, vos ganglions s'activent pour émettre des anticorps qui vont aller sur le site infecté, donc sur le trajet nerveux. C'est pour ça qu'ici c'est très sensible, c'est pour ça que là c'est également très sensible, et ça va combattre l'infection. Voilà. Et donc je vais toujours avoir cette même routine, c'est-à-dire je vais d'abord sentir que mon oreille travaille, ensuite je vais avoir une sensibilité nerveuse souvent au niveau de la face, avec des problèmes au niveau de l'œil, une inflammation au niveau de la narine. J'ai demandé au médecin, il ne s'est pas expliqué pourquoi ça s'enflamme au niveau de la narine, mais enfin je lui ai quand même communiqué l'information. Et puis un ganglion qui gonfle, voire deux ganglions qui gonflent quand la crise est très forte. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Et donc, si avant je faisais 10 crises par jour, au bout de 3 à 4 mois, le fait de pouvoir, entre guillemets, contrôler ma maladie en me disant, ah bah oui, ça va arriver à telle heure, donc je vais me calmer en conséquence et je vais espérer que la prochaine crise dans 46-48 heures soit moins forte que la précédente, eh bien ça m'a permis au lieu d'avoir 10 crises par jour, de ramener à 3 crises par jour. Euh, donc ça, c'est le point le plus positif quand même. Et puis après, j'ai essayé d'autres traitements. Alors je vais vous dire un petit peu tous ces traitements. Alors, il y en a que j'ai essayé et il y en a que j'ai pas encore essayé. Alors, il existe l'EMDR que j'ai essayé il y a quelques années et je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut être très régulier et ça permet de reprogrammer le cerveau par rapport à un stimuli. Donc moi, par exemple, quand je sens que mon oreille est en train de travailler, mon cœur s'emballe parce que je sais que je vais avoir des acouphènes.
et donc je me stresse. C'est automatique chez moi. Et donc le MDR, ça va permettre par un mouvement oculaire, via une méthode, hein, vous pouvez aller voir un psychothérapeute, ils sont formés à ça, ou si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez le faire sur YouTube, il y a des sessions pour ça. Par contre, il faut vraiment être très régulier et bien suivre le protocole, ça va vous permettre de vous désensibiliser à ces stimuli et à décrocher du stress. Et vous avez également l'EFT qui est une méthode à peu près similaire en fait, où on va venir tapoter. C'est une reprogrammation du cerveau. Vous avez l'hypnose, j'ai testé l'hypnose avec un vrai thérapeute. Ça a donné quelques résultats, mais encore une fois, c'est extrêmement cher. Et c'était 80 € la séance. J'ai fait 3 séances et ça m'a permis d'avoir un soulagement pendant quelques semaines, quelques jours peut-être même, mais sans plus. Euh, Là encore, il s'agissait de reprogrammer l'inconscient pour que quand vous avez des symptômes, votre inconscient ne stresse pas votre poitrail de manière automatique. Alors, depuis très peu de temps, j'essaye l'auto-hypnose. Donc là encore, j'ai trouvé, et je vous donnerai les liens sur Internet, euh, une technique qui fonctionne sur moi. Peut-être elle fonctionnera sur vous et qui permet d'essayer de maîtriser le plus possible vos réactions émotionnelles face à vos symptômes de vertige, de plénitude d'oreille ou d'acouphènes. Par contre, il faut être régulier, hein. C'est quelque chose qu'il faut faire très très régulièrement, hein. Sinon ça ne marche pas. Donc ça ne marche plus. Quelque chose également que je fais tous les jours, je suis abonné à une chaîne, j'ai pas d'intérêt à faire plus de pub que ça, mais enfin je vais quand même vous la donner, c'est Cédric Michel TV je crois, ou Cédric Michel, qui propose des méditations pleine conscience sur YouTube, c'est gratuit, ça marche très bien, il propose également des séances de yoga, et ça permet vraiment de calmer le palpitant, et au moins de vivre un petit peu mieux. Et là encore, il faut en faire tous les jours. Même si c'est 20 minutes, mais prenez-les, faites-le. Ça fait partie de votre thérapie et ça permet de baisser votre cortisol dans le sang. Cortisol qui est l'une des hormones du stress et qui est responsable très certainement de l'aggravation de votre maladie. Continuez encore un petit peu à m'écouter parce qu'on va en parler du cortisol après. Là, je suis aussi en train de tester le jeûne thérapeutique. Alors, je jeûne, mais par intermittence. Alors, je vous explique l'idée. Je jeûne de 21h à 13h, donc pendant 16 heures je ne mange pas. L'idée c'est d'aller affamer un petit peu mon organisme en vue qu'il détruise les cellules dont il n'a pas besoin, donc les cellules infectées et également les cellules immunitaires qui sont vieillissantes. Et donc l'idée c'est d'aller régénérer ces cellules par le jeûne. Alors il y a une super vidéo sur Arte TV. Et là encore, je vous donnerai le lien, si je le retrouve, sur le jeûne thérapeutique. Il y a différents types de jeûnes. Il y a des gens qui jeûnent pendant des jours et des semaines, tout en buvant, hein, c'est important de boire. Il ne faut pas faire un jeûne sec, il faut faire un jeûne hydrique. Mais surtout, il faut se faire accompagner, quoi, parce qu'un jeûne, c'est très dur. On va pas se mentir, c'est très dur, mais ça peut peut-être être bénéfique. J'ai jamais fait de vrai jeûne de ma vie. Je ne sais pas quel sont les effets que cela peut avoir sur la maladie de Ménière. Si vous avez des témoignages, mettez-les-moi en commentaire, je serai très heureux de les lire et d'en apprendre. Mais ce que je fais, c'est que je jeûne de 21h à 16h et j'essaie, genre j'ai fait ça, j'ai commencé il y a quelques jours, j'ai pas encore vu vraiment de résultats, mais j'ai espoir que ça permette à mes cellules de se régénérer et d'évacuer tout ce dont je n'ai pas besoin. Alors après, il y a également l'activité physique. Je dis bien l'activité physique et pas le sport. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux plus faire de sport. Malgré mon passé de sportif, je n'y arrive plus. J'ai beaucoup trop de stress et d'oppression dans la poitrine. J'ai peur de faire un accident cardiaque ou vasculaire. Et du coup, je fais très attention à ça. Alors, j'ai essayé d'aller marcher le plus possible. Voilà, hein, ça se résume à peu près à ça. J'aimerais refaire du vélo. Et d'ailleurs, j'ai un projet vélo dont je vous parlerai après. J'aimerais bien qu'on me soutienne parce que c'est un investissement assez lourd que je ne peux pas pleinement assumer. Je vous en parlerai à la fin. Donc l'activité physique modérée mais régulière, ainsi que le fait de partager les activités avec des personnes, c'est très conseillé parce que ça va permettre à votre cortisol, donc à votre hormone du stress, d'être dégradé par votre organisme.
Et donc ça va faire baisser l'anxiété, et donc ça va permettre à votre système immunitaire d'être plus combatif. Et puis le fait de partager en activité, ça va vous permettre aussi de ne pas être enfermé, parce que bon, bah, cette maladie, elle nous renferme, elle nous isole, on se sent désemparé et tellement seul par rapport à ça, que le fait de faire une activité à plusieurs, bah, ça vous permet d'avoir une vie sociale à peu près normale, du moins en apparence. Et puis ça vous donne un petit peu de bonheur, ça vous donne une fenêtre de bonheur quelques heures dans la semaine. Alors si vous pouvez le faire, moi en ce moment je peux pas le faire, il y a le confinement, et vous aussi j'imagine. Mais faites-le. En tout cas, poussez-vous à le faire. Et puis l'activité physique, ça va vous donner également des endorphines. Ce sont des neurotransmetteurs des petites substances chimiques, pardon, du bonheur. Ça va vous apaiser. Et ça va également sécréter de la sérotonine qui fait cruellement défaut quand on est minériste, parce que comme on est hyper anxieux, à un moment donné, on sécrète de moins en moins de sérotonine. Et la sérotonine, quand vous en avez très très peu dans le cerveau, alors elle n'est pas sécrétée dans le cerveau, elle est sécrétée dans les intestins, mais quand vous en avez très très peu dans le cerveau, vous devenez dépressif, voire suicidaire. Et c'est pour ça que bah, parfois il faut prendre des antidépresseurs. Les antidépresseurs empêchent la sérotonine d'être dégradée dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. C'est ça un antidépresseur. Donc oui, on dit souvent que les antidépresseurs, faut pas les prendre, les somnifères, faut pas les prendre, qu'on devient accro. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, on devient accro, mais vous préférez quoi? Vous préférez prendre un antidépresseur, un anxiolytique, un somnifère et avoir une vie à peu près normale, ou vous préférez avoir des crises d'angoisse tous les jours? Je vous pose la question. Ce qui n'exclut pas de faire du yoga, du sport, de la marche, de la méditation, de l'acupuncture, si vous en avez les moyens, et tout ce que je vous ai dit avant, quoi. Alors moi, je privilégie pas telle méthode par rapport à telle autre. On est tous inégaux. Il y a des gens qui gèrent très bien leur stress naturellement, et menhir chez eux, c'est 3 crises par an. Puis il y a des gens comme moi qui ont beaucoup plus de difficultés et qui ont leur vie gâchée à cause de ça, parce que leur stress est quotidien. Et que la lutte contre le stress doit se faire par plusieurs moyens, et ce de manière régulière et chronique. Voilà, vous avez donc l'acupuncture, je vous en ai parlé. Vous avez la digipuncture et l'acupressure. Bon, j'ai un peu essayé, mais ça a pas marché, ça a pas marché chez moi. Vous avez également l'alimentation, on n'en a pas parlé. Il faut essayer de trouver une alimentation anti-inflammatoire. Faut également manger pas trop sucré, parce que le sucre, ça fait monter le taux de cortisol dans le sang. Donc c'est pro-inflammatoire. Euh, L'ostéopathie, la chiropraxie, on en a parlé. Alors, après, pour tout ce qui est de la voie médicamenteuse, bah, vous avez très certainement déjà essayé les antiémétiques, donc les anti-vomitifs. Moi, j'en ai pas essayé parce que j'ai pas de vertige, mais bon, ça existe. Vous avez les anxiolytiques, vous avez les somnifères, les antidépresseurs, le Diamox, mais bon, moi je vous recommande pas, mais ça existe. On a essayé le glycérotone, l'L-glutinosa en macérat. On a essayé, je vous en ai pas parlé, mais le gelzémium, qui est de l'homéopathie, mais qui chez moi n'était pas assez puissant. Mais si ça marche chez vous, pourquoi pas. J'ai essayé la chirurgie, ça n'a pas fonctionné chez moi, mais peut-être que chez vous ça fonctionnera. Vous avez les drains transtapaniques qui peuvent fonctionner selon les personnes. Et vous avez également les masqueurs d'acouphènes. Alors pour les masqueurs d'acouphènes, il y a une application qui s'appelle Générateur de fréquences sur Google Store, enfin, ou Google Play. Et qui permet, parce que moi j'ai une frousse, mais vraiment je suis terrifié par les acouphènes, et notamment les acouphènes fluctuants, c'est-à-dire des acouphènes qui sont pas stables. Moi j'ai un acouphène j'ai plusieurs acouphènes dans l'oreille, mais j'en ai un qui est à 70 Hz, qui est vraiment très très bas, qui est donc un bourdonnement, et puis au départ de l'endormissement, il s'arrête, et puis il revient, il s'arrête, et il revient, il s'arrête, et il revient, et en fait, il fait des saccades, et moi ça me stresse d'une manière phénoménale. Et donc j'avais trouvé à un moment donné, je mettais une oreillette sans fil pour pas m'étrangler, parce que on peut s'étrangler, hein, si vous dormez avec ça, il vaut mieux avoir une petite oreillette Bluetooth, et je l'ai mis dans l'oreille, c'est pas terrible comme confort, mais enfin, ça permettait de recréer artificiellement mon acouphène, et donc de l'avoir de manière continue. Donc voilà, je vous donne cette petite info.
Et puis sinon, bah, la meilleure des clés, ça reste le sommeil. Si vous avez la chance d'avoir un sommeil, bah, félicitations à vous. Moi, je ne demande que ça, c'est d'avoir un sommeil récupérateur quotidien. Et ça, c'est la clé. Le sommeil récupérateur et l'alimentation, c'est la clé pour survivre à cette épreuve de Ménière. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, maintenant, on va parler de mieux comprendre les effets du stress. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress? Alors, bon, je vous renvoie sur Google si vous voulez avoir vraiment des choses très pointues là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que les études disent? Moi, je suis allé voir pas mal d'études. Donc, ce sont des études qui ont été faites sur les animaux, malheureusement. Mais bon, on a stressé des animaux et on a analysé un petit peu leur sang pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Et quand on stresse les animaux, eh bien voilà ce qui se passe. Il y a une altération des réponses immunitaires innées et acquises. C'est-à-dire que votre système immunitaire, c'est votre meilleur ami et vous avez un système immunitaire automatique inné que vous avez dès la naissance qui identifie n'importe quel type de pathogène. Ça peut être un champignon, un parasite, un virus, une bactérie. Et tout ce qui est étranger à l'organisme, il l'identifie et il le détruit. Et après, il l'évacue via le phénomène de l'inflammation. D'accord? Donc ça, c'est la réponse innée. Là aussi, je vous mettrai des liens de vidéos pour que vous appreniez ce que c'est qu'un système immunitaire et comment ça fonctionne. C'est important de le savoir pour que vous puissiez comprendre éventuellement comment votre maladie fonctionne. Et puis vous avez également la réponse acquise. Donc là, c'est de l'éducation, c'est-à-dire que certaines cellules de votre système immunitaire sont très spécifiques à un agent pathogène, par exemple à un virus en particulier. Et cette cellule immunitaire qu'on appelle lymphocyte, elle va s'attaquer exclusivement par exemple au virus de la varicelle, si c'est lui qui vous attaque, ou au virus de la mononucléose, si c'est lui qui vous attaque. Et donc quand vous stressez ces animaux, eh bien, il y a un énorme désordre dans l'équilibre du système immunitaire, que ce soit pour le système inné ou le système acquis. Et vous allez avoir par exemple une hyperproduction de cytokines pro-inflammatoires. Donc ça, c'est des choses anormales qui se produisent quand on est stressé. Donc vous allez avoir des messagers de l'information qui sont censés donner l'alerte, qui vont trop donner l'alerte dans votre corps et qui vont produire trop d'inflammation, ce qui va vous donner un hydrose pas possible. Vous allez avoir également un accroissement de la sensibilité au choc septique, c'est-à-dire que en temps ordinaire, quand vous êtes attaqué par un virus, votre corps il réagit normalement, il met en place le système immunitaire, la réponse inflammatoire, et puis en quelques jours c'est terminé. Mais quand on est stressé, la réponse est disproportionnée. Soit le système immunitaire est défaillant, soit il est hyperactif. Dans les deux cas, soit vous avez une maladie qui s'installe encore plus fort, parce que le virus se développe encore plus vite, parce qu'il n'est pas combattu, soit le retour inflammatoire est trop fort, et ça vous fait extrêmement mal dans l'oreille, et vos symptômes sont très forts. Vous allez avoir également une inhibition des polynucléaires sur le site d'infection. Alors les polynucléaires, ça fait partie de ce système immunitaire inné. Et donc l'inhibition, ça veut dire qu'ils vont être empêchés, ils vont être privés de fonctionner. Donc l'hyperstress, le stress chronique, je ne parle pas de stress aigu, je parle de stress chronique, c'est-à-dire la peur, par exemple, ça va inhiber ces polynucléaires d'aller sur le site où c'est infecté. Donc si c'est infecté là, ça n'ira pas là. Vos polynucléaires n'iront pas faire leur travail de combat contre les microbes à cet endroit-là, parce qu'il y a trop de stress dans votre sang et ça les inhibe. Vous allez également avoir une inhibition de l'activité des cellules natural killers, ce sont d'autres cellules du système immunitaire qui sont censées tuer également les envahisseurs. Vous allez également avoir une diminution des phagocytes à migrer sur le site infecté et à phagocyter les cellules et les virus qui vous posent problème.
Donc vous voyez, vous avez vraiment, à cause du stress chronique, plein de cellules du système immunitaire qui sont empêchées de fonctionner. Parce que le cortisol, l'hormone du stress qui est sécrétée en permanence, c'est comme si vous appuyiez sur la pédale de frein de votre véhicule. L'accélérateur, c'est le système immunitaire. La pédale d'accélérateur, c'est le système immunitaire. Et le cortisol, c'est la pédale de frein. Et vous êtes toujours en train d'appuyer sur la pédale de frein parce que vous êtes tout le temps stressé. À cause de la peur du vertige, à cause de la peur de l'acouphène. Donc, quand je vous dis qu'il faut vraiment qu'on se batte pour réguler le stress, c'est très très important. Et ça se fait pas en quelques jours, ça se fait en quelques mois, voire toute sa vie. Le stress potentialise également la production de cytokines pro-inflammatoires, parce que vous avez des cytokines anti-inflammatoires et d'autres pro-inflammatoires. C'est un peu compliqué, mais en gros, ça dérègle le système. Et donc là, cette fois-ci, ça fait en sorte que vous avez beaucoup trop d'inflammation. Voilà, et donc ça va vous donner encore une fois de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on peut encore dire encore? Inhibition de la réponse immunitaire acquise, donc les fameux lymphocytes B et T. Donc ce sont des lymphocytes très 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 importants, notamment quand il s'agit de virus spécifiques. Et bien si vous êtes trop stressé, et bien leur production et bien, est inhibée, c'est-à-dire qu'elle est empêchée, ou en tout cas elle est fortement ralentie. Il faut savoir qu'à peu près 11% de cortisol en plus dans votre système, c'est à peu près, je crois, 20 ou 22% de lymphocytes en moins dans le sang. Donc, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'on a encore, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors ça, je l'ai déjà dit. Ah oui, chose importante, en situation de stress chronique, il y a une augmentation de la concentration de cortisol basal durant plusieurs semaines. C'est le cortisol, malheureusement, quand on a un petit peu enclenché le processus, eh bien, ça a tendance à s'installer sur plusieurs semaines. Et c'est pas pour rien qu'on vous donne, quand on vous donne des anxiolytiques, on vous le donne pas pour 3 jours, on vous le donne pour quelques semaines pour abaisser de manière durable le taux de cortisol. En baissant de manière durable le taux de cortisol, on permet au système immunitaire de remonter la pente et de faire son boulot correctement. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Donc en gros, voilà, retenez que le stress, c'est le nerf de la guerre. Enfin, la maîtrise du stress, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, vous avez un petit peu les informations qui vous expliquent pourquoi. Et que le stress dérègle fortement la réponse immunitaire et inflammatoire. Je voulais également faire une petite aparté sur l'aspect philosophique de la maladie. C'est un supplice cette maladie, c'est une épreuve. Parfois je me raccroche en me disant que je suis pas en fauteuil roulant, que d'autres sont dans des états à l'hôpital bien pires, que d'autres sont cancéreux et qui vont mourir, que d'autres sont nés avec une maladie génétique depuis la naissance, que d'autres sont aveugles. Nous, on a la maladie de Ménière et on l'a développée très certainement parce qu'à un moment donné dans notre vie, on n'a pas su faire le calme en nous. On n'a pas su s'arrêter, on n'a pas su se reposer, on a été très en colère ou très, très anxieux ou très stressé par le travail ou très triste par rapport à une déception amoureuse ou par un projet professionnel qui ne s'est pas réalisé ou autre, quelque chose qui nous a vraiment mis le moral à zéro pendant longtemps et qui nous a déprimés tout simplement. Et donc, ces épreuves, je connais pas un être humain qui n'a pas d'épreuves ou qui n'en aura pas. Si c'est pas aujourd'hui, malheureusement, ce sera plus tard. Mais tout le monde aura ses épreuves et tout le monde aura son lot d'épreuves. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ont des petites épreuves et qui généralement restent cons comme des balais parce qu'ils ont eu que des petites épreuves, voire pas d'épreuves. Et puis vous avez des gens qui ont pris très cher, comme on dit, et puis qui développent j'espère, certaines qualités d'empathie. Et c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire qu'au moins, faut au moins se poser la question de qu'est-ce que la maladie de Ménière ou les maladies méniériformes nous apportent. Elle nous apporte de fait de grandir. La souffrance, c'est fait pour développer notre empathie.
Se réjouir également du bonheur des autres, de se réjouir de ceux qui ne souffrent pas, et de leur souhaiter de ne jamais souffrir. Et puis également de leur passer le message de ne pas stresser et pour cause. Euh, voilà, que la maladie de Ménière, en fait, elle a un sens. Le sens, je pense, le sens profond de la vie et des épreuves de la vie, c'est de nous améliorer. D'améliorer, alors ça c'est une conviction personnelle, on la partage ou pas, mais je pense qu'on n'est pas sur Terre par hasard. On a une mission à remplir, des épreuves à remplir, des joies à vivre aussi. Que la balance est déséquilibrée, parfois on a plus de joie que de peine, parfois on a plus de peine et de souffrance que de joie. Qu'il faut se battre malgré tout, qu'il faut accepter toute situation et se battre également quand c'est inacceptable. Pourquoi? Bah, peut-être pour améliorer peut-être son âme et, et après peut-être qu'il se passera quelque chose après la mort. Mais là c'est un autre débat. Mais en tout cas, la maladie a un sens. Ça j'en suis sûr. J'ai pas eu moi la maladie de Ménière par hasard. Je ne suis plus le même depuis 2014, ça c'est clair. J'ai un autre regard sur la vie, beaucoup plus profond. Je ne sais pas si je suis un meilleur homme, mais j'espère. En tout cas, moi, si je peux vous aider, la maladie, enfin, en tout cas, la maladie m'a enseigné quelque chose, c'est d'essayer de faire le bien le plus possible autour de moi, de pardonner à ceux à qui j'avais pas pardonné, de me pardonner à moi-même de pas tout savoir, de pas avoir toujours été au top. Et puis on s'en fout d'être au top. Ce qui est important, c'est d'apporter à son entourage le plus de joie possible. Et ça commence par être joyeux soi-même, malgré la maladie. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est vraiment dur. Mes derniers conseils, ben, vous visez la détente, l'acceptation de vos symptômes, changer de vie si besoin, identifier dans votre vie tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne vous convient pas, quel que soit le domaine. N'acceptez rien qui vous mette sous tension, sous pression, et qui perturbe votre système immunitaire. N'acceptez rien qui perturbe votre sommeil. Votre sommeil, c'est grâce à lui que votre système immunitaire va faire son boulot. C'est grâce à lui que vous allez passer une bonne ou une mauvaise journée le lendemain. Combattez les émotions négatives qui génèrent toute tension. La peur, qui est notre ennemi le plus assidu. La colère, qui est une forme d'anxiété et qui fait baisser également l'efficacité du système immunitaire. La rancœur, la jalousie. Surveillez-vous également au niveau fatigue. La fatigue, c'est pas le meilleur ami du système immunitaire. Je voulais vous dire également que le système immunitaire, on en parle beaucoup, mais refait ses forces pendant les premières nuits de sommeil, les premières heures de la nuit. Donc c'est très important de dormir, très 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 important, parce que c'est pendant la nuit que vous refaites votre système immunitaire qui va être efficace pour le lendemain. Donc quand je vous dis qu'il faut prendre ce qu'il faut pour dormir, il faut faire ce qu'il faut pour dormir. Que ce soit médicamenteux ou non médicamenteux, mais il faut le faire. Et puis tant pis, vaut mieux. Je sais qu'il y a plein de gens sur internet et ma propre maman me le dit elle-même, les médicaments c'est pas bon, faut pas trop en prendre. Bah ouais, mais comme je dis souvent à ma mère, tu préfères quoi, que je vive à peu près ou que je finisse dépressif et pendu à un arbre? Qu'est-ce que tu préfères? Euh, et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Coupez-vous également de tout ce qui est toxique. Si vous identifiez des relationnels toxiques dans vos entourages, si vous savez que c'est des personnes où de par leur simple attitude ou présence, vous plombent le moral, quittez-la. Quittez ces personnes. Fuyez-les. Expliquez-leur éventuellement. Donnez-leur une explication. Mais tant que vous n'êtes pas armé pour être à côté de ces gens-là, qu'il s'agisse du domaine amical, amoureux, professionnel ou autre, barrez-vous. Mais clairement, j'ai pas d'autre mot. Parce que vous n'êtes pas forcément en situation d'affronter, parce que vous êtes déjà faible à cause de la maladie, qu'elle vous a déjà attaqué.
Et puis enfin, écoutez-vous quand vous avez une fenêtre de temps libre pour faire une activité qui vous plaît. Ça peut être de la danse, du chant, de la musique, de la marche à pied. Peu importe, euh, faites-le. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, ou de la méditation. Faites-le. Essayez de cultiver. Euh, essayez de cultiver. Je fais une petite pause, j'arrive tout de suite parce que j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. Mais essayez de cultiver tous les petits bonheurs. Alors me revoilà, excusez-moi pour cette petite pause, il y avait un petit livreur qui venait parce que je fais du jardinage. Voilà, ça fait partie des petites passions que je suis en train avec mon épouse de mettre en place. Euh, voilà, donc peu importe la source de bonheur que vous avez identifiée, cultivez-les malgré les symptômes, même si c'est pas longtemps. Mais peut-être qu'aujourd'hui c'est ça, puis dans 2 semaines ça sera ça, et puis ça, et puis ça. Et le but du jeu c'est de profiter pleinement des fenêtres et d'agrandir ces fenêtres. Et puis, ben, j'espère que mes conseils, vous pourrez les suivre et que vous les suivrez si vous jugez qu'ils sont pertinents. Euh, voilà. Alors, ma dernière chose que je voulais vous dire, moi j'ai un projet. Euh, je voudrais refaire de l'activité physique, mais je voudrais me racheter un vélo électrique, un VTT électrique tout suspendu. Alors ça coûte vraiment une fortune. Alors je peux mettre une partie de l'argent dans le projet, c'est pas la question, mais jamais je mettrai 3500 balles pour un vélo. Moi j'ai une petite fille et je mets pas 3500 euros pour un vélo. Je pense d'abord à l'avenir de ma petite fille et je mets des sous de côté pour elle et pour ma famille. Et je me ferai jamais un cadeau de ce prix-là, c'est juste pas possible. Pour autant, quand j'étais pas malade, je faisais souvent du VTT. Et ça m'aérait, ça me donnait du plaisir, ça me donnait des sensations. Et maintenant que j'habite à côté de la montagne, j'habite vraiment à côté de la chaîne de Beldon, dans un joli petit village, je voudrais me remettre au vélo, mais c'est complètement impossible. J'ai essayé, mon cœur il tient pas le choc, mes jambes ne tiennent pas le choc, ça monte comme ça. C'est soit ça descend comme ça monte comme ça, c'est impossible à faire et la seule solution c'est un VTT électrique. Alors si vous avez plus de finances que moi que vous voulez m'aider sur ce projet, j'ai mis en place une cagnotte sur Litchi qui doit s'appeler Projet VTT Gabriel et sa fille. Pourquoi ma fille? Parce que j'ai le projet d'acheter une petite remorque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est des petites remorques qu'on met à l'arrière des vélos. Et ça permettrait de... Moi j'ai une petite fille de 2 ans de la balader sur les chemins de terre. Voilà, parce que c'est des chemins de terre et de caillasses tout autour de chez moi, et ça grimpe comme ça dans les bois, et ça me permettrait de m'évader. Voilà, sauf que ça coûte beaucoup trop cher. Donc, je vais vous mettre le lien également de la description. Si vous voulez faire un don, bah, faites-le. Et puis sinon, bah, si vous voulez donner à la recherche, peu importe la recherche, mais pour les gens qui souffrent, bah, donnez de ma part. Euh, voilà. Euh, Faites le bien autour de vous, ça vous fera du bien, vous verrez. Prenez soin de vous le plus possible. Si vous avez des conseils à me donner, mettez-les en commentaire. Je vous connais pas, mais j'ai une pensée affectueuse pour vous. Mais vraiment, vraiment. Euh, voilà, je vous fais des gros bisous. Euh, et continuez à vous battre et lâchez rien. Retenez ce que je vous ai dit sur l'aspect philosophique de la vie et des épreuves. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Peut-être que la vidéo que vous voyez aujourd'hui, c'était un rendez-vous. La vie vous a dit, bah, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Gabriel et il va m'expliquer deux, trois bricoles qui vont peut-être m'aider et qui vont peut-être m'aider dans mon chemin vers un mieux-être. Euh, à bientôt. Si je ferai une troisième vidéo, si j'ai d'autres qui se mettent en place, qui m'améliorent encore. Et bah, j'espère pas très bientôt, mais voilà. Des gros bisous à tous et au revoir.